avec des toisons de moutons pour avoir... Il y a des torrents terribles qui descendent. Ici, on a 2000 mètres déjà, derrière c'est 5000. Et à la fonte des neiges, vous imaginez ce que c'est que ces torrents. Et il y a des petites paillettes d'or qui sont arrachées par le torrent et qui sont récupérées dans les... Donc c'est tout à fait historique, cette histoire de Médée. Et puis, la partie est, elle est ouverte sur le monde iranien. Et la Géorgie de l'Est, comme l'Arménie de l'Est, vont faire pendant très longtemps partie de l'espace iranien. Et en particulier, à l'époque du christianisme, de la naissance du christianisme dans ces régions, ce sont des dynasties archakides, c'est-à-dire qui perpétuent une branche qui a été en Iran même chassée par le général Sassan, un coup d'état militaire, comme il en arrivait déjà au IIIe siècle, et qui a chassé, donc qui a fondé les Sassanides, qui vont être là jusqu'à la conquête arabe de l'Iran, au 7e siècle. Donc c'est le nom, tous les noms, même Grouzi, le nom russe de la Géorgie, il dérive de Verjan. Et je me demande si le nom, alors, que donnent les gens de l'Ouest, c'est-à-dire les Arméniens, les Géorgiens Virges, les Grecs qui appellent les Géorgiens Ivir, c'est le même mot, c'est Vere, comme les deux premières consonnes aussi Verjan. Je me demande s'il n'y a pas un lien quand même. En tout cas, donc les Grecs et les Latins appellent la Géorgie Ibérie. Et du coup, ça nous pose la question qui s'est posée déjà il y a 2000 ans à M. Strabon, quand il a fait sa géographie, il dit c'est quand même curieux. Il y a une Ibérie à l'ouest, on connaît la péninsule ibérique, on ne pense pas du tout aux Géorgiens, et puis une Ibérie à l'est. Alors au XIXe siècle, quand on a commencé à étudier la famille de langues indo-européennes, alors on s'est aperçu qu'il y avait des langues qui ne rentraient pas là-dedans. En Europe, il y en a qu'une, c'est le basque. Et on a commencé à se... Oui, alors le hongrois, il vient... Bon, c'est compliqué pour la chose. Donc il vient d'Asie centrale. C'est compliqué. C'est clair. Donc, mais, évidemment, c'est pas politique de dire que c'est une langue turque. Vu l'histoire de la Hongrie, c'est pas très bien porté. Mais bon. Alors il se trouve que, donc au milieu du XIXe siècle, c'est un Autrichien, Schurach, un linguiste autrichien, qui s'est intéressé au système du géorgien et à le comparer au basque. Eh bien, quand on compare la phonétique, il n'y a rien de commun, car je vous ai dit que les phonétiques du Caucase sont des phonétiques quand même assez dynamiques, disons. Savoir si vous commencez à bien parler le géorgien, on vous demande de dire la grenouille coasse dans l'eau. Bardi, pardon, Algi, Kinex. Bon. Alors, il n'y a pas du tout ça en basque, mais on peut penser que le basque a été raboté complètement par les langues latines. C'est possible. Par contre, il y a des choses assez curieuses, des rencontres assez curieuses. Vous avez tous entendu parler de Eri Batasuna, le peuple unifié. Eri, le peuple en géorgien, Eri aussi, comme en basque. Bon, le vocabulaire, il y a quelques petites choses. Mais la structure de la langue est exactement la même, c'est-à-dire un verbe
polypersonnel. On doit intégrer obligatoirement le complément d'objet indirect et, dans certaines conditions, le complément d'objet direct en plus du sujet. Une langue à ergatif, s'il vous plaît, un cas qui n'existe pas dans nos langues indo-européennes actuelles, c'est-à-dire qui marque l'agent de l'action, qui fait l'action volontairement, qui contrôle l'action. On a un cas absolument extraordinaire. Dans la marque de l'ergatif, en géorgien, c'est man. En géorgien classique, et en géorgien moderne, c'est man. On a le verbe partir, le verbe passif, veneva. Christeman, ivno. On va dire Christ, volontairement. Il contrôlait. On ne l'a pas tué parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Non, il a voulu souffrir, mourir pour nous. Donc c'est très intéressant, c'est un cas théologique de la grammaire. Mais voilà. Alors on touche la région qu'on venait de voir. Donc il parle une langue du groupe tchétchène. Là, on peut dire, même avec un verbe intransitif, aussi, je vais au cinéma. Bon, on peut le dire soit nominatif, je vais au cinéma parce que ma femme veut voir ça, mais c'est un nanar américain, j'ai aucune envie d'aller voir, donc elle me traîne au cinéma. Ou je vais au cinéma à l'ergatif, parce que ça, c'est un vieux film que j'ai jamais vu, que j'ai absolument envie de voir, et je veux y aller. Donc on a ce choix de montrer l'action, l'intentionnalité de l'action dans la grammaire. Dans la Bien. Alors les Géorgiens, eux-mêmes, ne s'appellent évidemment pas, c'est presque toujours le cas, des auto-dénominations et exo-dénominations. Les étrangers vous appellent différemment de ce que vous dites, vous. Deutsch, non, on dit allemand. Ça n'a rien à voir. Par exemple. Mais c'est presque toujours comme ça. Les Géorgiens s'appellent Kartveli. Kartveli, pourquoi? Parce qu'il y a une généalogie qui descend de Noé, et eux descendent de... C'est les Kartlos, c'est le petit enfant de Japhet, le petit-fils de Japhet. Donc ça, c'est lié, alors là, à une chronologie biblique, si vous voulez, un récit historique biblique, voilà, évidemment, complété. Bon, là, nous sommes à Oujgoul, qui dit qu'il est le plus haut village d'Europe, il est à 2000 mètres, je crois qu'il y a d'autres villages en Europe habités, mais les conditions sont extrêmement rudes. Il y a entre 1,50 m et 1,70 m de neige actuellement. Alors cette région de Svaneti, donc est restée aussi très archaïque, ça c'est Loujba, 4700 mètres. Elle se caractérise aussi par une architecture de tours. Chaque famille avait sa tour de défense. En cas de... Strabon nous dit, oh, les Svans sont des guerriers, ils peuvent aligner 30 000 guerriers, mais ils sont très individualistes. Et effectivement, jusqu'à maintenant, quasiment, l'organisation de base, c'est le village. Et dans le village, c'est les grandes familles du village qui ont chacune leur petite église. Il y a à peu près 70 églises entre le Xe et le XIIe siècle, et où ont été conservées toutes les icônes. C'est un conservatoire extraordinaire. Georges Dumézil m'a raconté qu'en 1928, il était en Turquie et il est venu en Géorgie. Il voulait absolument aller en Svaneti. Il est parti de Kutaïsi, ici, en Svaneti, ici,
à cheval. Je lui ai demandé, vous étiez bon cavalier? Ah, lui, non, c'est le cheval qui conduisait. Mais, au dernier moment, à la petite expédition a été adjoint un fonctionnaire du musée d'État de Tbilissi. Et Dumézil a compris, il n'a jamais osé l'imprimer, mais il a compris que la mission, c'était de rapporter, de voler, une icône pour la ramener au musée. Voilà, donc ce paysage qui est quand même assez impressionnant. On est de nouveau dans un faubourg de Choul, Chagache. Cette mission est toujours... Alors voilà une de ces petites églises, ça c'est Georg, c'est-à-dire Saint-Georges. Et là aussi, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a, sur la petite enceinte, il y a quelque chose là-haut. C'est la boîte à lettres de la déesse Dali. La voilà. Car les Brahmes, comme les Tchétchènes, ont une déesse fonctionnelle de la chasse qui punit les chasseurs qui tuent plus de gibier que nécessaire. Donc l'écologie, elle existe depuis des millénaires dans ces pays-là. On sait qu'il faut en tuer du gibier pour se nourrir, mais il ne faut pas en tuer plus que nécessaire. Et toute la légende qui va donner du côté grec Prométhée, mais qui s'appelle Amiran en géorgien, Amiran, c'est le fils de la déesse Dali et d'un chasseur. Et là, donc, au départ de la piste de chasse, ou à l'arrivée, si on descend, on offrait à la déesse le foie et les parties précieuses des animaux. Là, ils avaient fait le ménage, je suis venu. Ça continue. Alors voilà, ces petites églises, donc très petites, presque toujours sur une hauteur, hein, et qui reproduisent au fond ce schéma d'un endroit sacré de petite dimension. On a un récit très amusant d'un chasseur anglais qui, à la fin du 19e siècle, veut aller chasser le mouflon en Swanetti. Et puis, bon, il y a tout un tas d'aventures, et quand il redescend, il assiste, il y a une cérémonie religieuse dans une de ces petites églises. Et ça se passe comment? Le chef du village fait rentrer le prêtre, les servants, et ferme la clé. Et quand le prêtre a fini, il tape et on lui rouvre. Et le peuple est dehors. On ne rentre pas dans l'espace sacré. C'est pas sur des sites de temples romains, non, peut-être? Comment? Ça a peut-être été construit sur des sites de temples romains? Non. Est-ce que c'était sur des sites de temples romains, peut-être? Alors, là non, en Géorgie. Alors là, vous avez en nombre chinoise, là-haut, le plus important monastère de Géorgie, la Gourka, c'est-à-dire le monastère de Saint-Cyr et Julite. Donc la grande fête du mois de juillet, fin juillet, est là, et en face on a l'Oujba, donc 4700 mètres, mais une montagne terrible. Il y a beaucoup de morts, parce qu'elle est très très abrupte. Alors, dans ces églises, vous pouvez avoir des séries de fresques magnifiques, et là, l'église de la Gourka, justement, de Kala, c'est Saint Théodore. On a deux grands cavaliers, saints cavaliers guerriers en Géorgie, Saint Georges bien sûr, mais Saint Georges peut être aussi à pied. Et puis Saint Théodore, lui général, il est toujours à cheval, Théodore le Stratelaste. Et le cheval est extraordinaire, la tête du cheval, une expressivité. Et c'est un peintre royal. On a heureusement une inscription qui nous raconte un petit peu comment ces fresques ont été faites. Et c'est un peintre royal qui est venu dans cette région au XIIe siècle, je pense.
faire ces fresques. Alors voilà, une autre particularité, c'est autour de l'église, alors, un espèce de préau couvert, le cimetière autour de l'église, évidemment. Ça, c'est Yenash, c'est-à-dire Jonas. Où il y a une... Alors, je pense que c'est une croix qui est grecque, mais on va voir que l'un des grands domaines, justement, où se sont illustrés les Géorgiens, c'est à la fois le métal, puisqu'ils avaient de l'or en abondance, et de l'argent, et puis les émaux. Et le métal, alors ils l'ont traité de diverses manières. Ici, c'est simplement l'argent, il est parfois niellé. Autour du centre de la croix, là, vous voyez une partie niellée, donc travaillée avec la cime. Mais très souvent, surtout en Svanéti, c'était le métal repoussé, donc chauffé et poussé à chaud à l'arrière, pour former les... Donc voilà, l'autre côté de la croix, il a travaillé à l'acide, crucifixion. Alors de temps en temps, c'est assez rare, c'est une église à double étage. Là, c'est une église donc dans la capitale, Mestia, dans un des faubourgs de la capitale. En général, il y a un étage funéraire, et puis ensuite l'étage normal. Là, vous voyez la pauvreté de ces installations paysannes. Je ne suis pas transparent. Alors, dans cette région est extrêmement inaccessible. Elle était déjà au Moyen-Âge. Et quand il y a eu les premières grandes invasions turques puis mongoles en Géorgie, entre le XIe et le XIVe siècle, on a mis à l'abri un certain nombre de manuscrits dans des villages de Haute-Svaneti. Donc, ici on a une miniature de deux évangélistes. C'est le plus ancien manuscrit daté des évangiles qu'on ait en géorgien. Il est daté de 897. Mais il a été écrit dans la région qu'on a vue avant 2 heures, dans cette région, à Chadbert, qui est maintenant en Turquie, qui était à l'époque le grand centre de production littéraire. Et c'est une version, c'est le seul manuscrit qui nous donne presque complètement la plus ancienne traduction des évangiles en géorgien, qui a été faite certainement en Palestine. Alors il y a 2 traductions anciennes qui ont été faites en Palestine, une traduction des 4 évangiles suivis, et puis la traduction, on va en parler peut-être encore après, du lectionnaire, des lectures pour la liturgie. Donc elle a été faite dès le 5e siècle, sur le grec évidemment. Là aussi, alors ça c'est un autre évangile qui est conservé à Mestia, qui est lui daté de 1030, avec la décoration de la reliure. Il a des très très belles enluminures aussi. Vous voyez le frontispice, là on n'est plus du tout dans une architecture à l'origine des canons. Donc il s'agit de table de concordance des 4 évangiles. On appelle ça les canons, les tables. Et tous ce que vous voyez là, ce sont des lettres chiffres. Ça renvoie, les évangiles ont été découpés en petites sections, et au lieu de faire un seul évangile avec les 4, comme avait fait Tatian, on va dire Tessaron, on garde les 4 évangiles, mais on permet de comparer
les 3 ou les 4 versions, et de savoir aussi quelles sont les versions, les parties propres de chaque évangile. Alors, évidemment, des suites de chiffres, c'est pas très parlant, c'est pas très joli. Donc, on a imaginé une architecture qui, à l'origine, est une architecture de temple, d'église. Et là, elle est devenue, vous voyez, bon, les chapiteaux sont remplacés par des personnages. On en trouve quelquefois dans nos églises bourguignonnes, hein, des personnages qui soutiennent. Il y en a une magnifique, le portail nord de Saumur. Il faut tous aller voir le portail nord de Saumur, qui représente quoi? Où suis-je? Quelqu'un peut me dire? Qui représente un apocryphe, l'évangile de Thomas. Extraordinaire. Vous devez tous voir ça. Enfin, un mort vendu qui est obligé de vous dire ça. C'est formidable, ça. Ah oui, il y a le chasseur, il y a les personnages, c'est extrêmement décoratif, et tous évidemment différents. Les 10 canons sont différents. Et ça, c'est un document qui date de quand? Ça, c'est l'évangile de 1030. Ah, d'accord. Même les animaux fabuleux, le chameau, l'éléphant. Bon, l'éléphant et le chameau, ils connaissaient par les Iraniens. Là, les évangélistes. Alors, ça a servi, ça c'est la mentalité Swan, évidemment. Les contrats vont être signés sur les évangiles, vont être écrits. Donc, ce qui est écrit là, vous voyez, de manière beaucoup plus moderne, ça ne date pas de l'an 1030. Donc là, on peut lire et le modèle, c'est Saint Matthieu, hein, livre de la généalogie, etc. Et là où il en est. Il va voir tout son matériel, son grattoir, son compas pour faire les auréoles, etc. Son encre, hein, l'encrier avec les 2 encres, rouge et noir. Alors là, on est complètement, évidemment, dans la Saint-Marc. On est complètement dans l'enluminure byzantine. Ce qui ne sera pas toujours le cas, on va voir tout à l'heure. Ça, c'est le secrétaire. Il y a celui qui a écrit le plus vieux son évangile, M. Jean, là, il avait un secrétaire, Procor. C'est aussi les actes de Jean qui nous apprennent ça. On sait beaucoup de choses grâce aux apocryphes. Donc il dicte, lui, il est près du ciel, ça fait près du ciel, la croix toujours, alors ça reste... on avait vu ceux qui sont venus en Arménie, on a vu que la croix a un rôle extrêmement important dans la décoration en Arménie, mais aussi en Géorgie, et ça vient évidemment de Jérusalem. La croix du Christ, l'espoir des chrétiens. L'espérance des chrétiens. Voilà, un autre. Là, c'est une vraie architecture. Alors, ça, c'est Luc. Mais. Ah! Le fauteuil de qui? De l'évêque et de la maison. C'est-à-dire que l'hiver, comme on est dans un espace 2 fois grand comme ça, où il y a les animaux parfois, et puis les hommes, et qu'on reste 4, 5, 6 mois, au fond en Swan, il y a 2 saisons, il y a l'hiver et puis ce qui n'est pas l'hiver. Il n'y a pas printemps, été, automne, c'est pour les capitalistes. Donc il faut que la vie interne soit très structurée, parce que sinon on sort le poignard et puis on se trucide.
Donc il y a une organisation très très claire, et le patriarche, celui qui concentre la sagesse de la famille, on demande conseil pour toute chose, il se fait dans le fauteuil. Ensuite, les hommes sont sur un banc et les femmes sur des petits trépieds. Chacun à sa place. Alors, bon, pour vous montrer quand même aussi un petit peu, on a vu un peu des paysages de montagne, mais la Géorgie, c'est aussi, bon, la Géorgie ici du sud, cette région. Alors là, c'est plus... là, on est presque à la frontière turque, ils sont en train de relever cette citadelle qui s'appelle Khertuisi. C'est un toponyme extrêmement important pour le grammairien. Parce qu'il se trouve qu'en Géorgie, on a de la chance, la langue a changé au 7e siècle. Au 8e siècle, il y a un infix, qui est un infix verbal et nominal, qui a disparu. C'est un muit. Et donc, on peut dater un texte s'il est du 7e siècle, ou du 5e, ou du 6e, ou à partir du 8e, on a une forme à muit de l'infix, et à partir du 9e, il a disparu quasiment. Et là, le nom de cette localité s'appelle Khertuisi. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais Erti, ça veut dire un. Ertuis, en géorgien moderne, ça veut dire il se réunit. C'est le confluent de deux rivières, mais avec l'ancien préfixe Khan. Le nom de la lettre c'est Khan, et on appelle ces textes-là anciens, donc jusqu'au 7e siècle, Khan Meti, qui ont un Khan en plus par rapport à la langue moderne. Et avant qu'on ne découvre ce que je voulais dire, parce qu'on avait un texte du dernier grand réviseur des évangiles en géorgien, un moine atonite, on va parler de l'Athos et d'Iviron tout à l'heure, Georgi Atronevi, Georges d'Iviron, qui dit, voilà, j'ai révisé 2 fois sur le grec cette traduction des évangiles, si vous l'aimez, copiez-la sans rien changer, même pas la ponctuation. Si vous ne l'aimez pas, ça n'a aucune importance, tous nos évangiles sont bons, les évangiles de Saint Sabas, c'est-à-dire la vieille version, on a vu tout à l'heure les 2 évangélistes, là, de 897, et les évangiles Khan-Beti. Alors, on ne savait pas, jusqu'en 1920, qu'est-ce que c'était que ces évangiles avec Khan en plus, jusqu'à ce que un prophète de la langue géorgienne, un jeune géorgien, fasse sa thèse de doctorat et démontre, parce que le préfixe, il est resté uniquement dans 2 verbes, qui sont les verbes les plus usés, le verbe être et le verbe aller. Et donc on a mais val, je vais, mais va, je suis, shen, char. Donc le sujet là du verbe intransitif c'est re. Et il s'est dit, vraiment, ce génie s'est dit, mais ça a dû exister dans toute la langue autrefois. Et 5 ans après, un de ses collègues à l'université de Tbilissi commence à déchiffrer des palimpsestes, des manuscrits qui ont été lavés puis réécrits, et il voit dans la couche inférieure un texte avec tous les verbes avec Khan. Il a confirmé la thèse brillantissime de M. Akaki Charditze. Et Akaki avait remarqué, avait déjà dit, ben, Khertuisi, ça s'interprète, voilà, ces grands monastères de la région sud-ouest de Géorgie. Ça s'interprète comme le préverbe, avec les fresques à l'intérieur, le tissu en bas, peint, rideau, peint, et puis le cortège des donateurs qui va offrir l'image de l'Église au Christ.
Enfin, où j'en suis, de toute façon, la Géorgie, on peut en parler pendant quelques dizaines d'heures. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, vous êtes déjà allé en Géorgie? Ils n'ont pas vu comme ça. Oh. J'ai dit oui une quarantaine de fois.